Bonjour et bienvenue sur le stand de l'enseignement catholique pour cette deuxième journée du Salon des maires. Pour ceux qui nous rejoindraient, je me nomme Marc Tranchot. J'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette journée comme celle d'hier, faite de tables rondes et d'interviews de personnalités, élus, maires, députés, parlementaires de manière générale, ainsi que bien sûr des acteurs de l'enseignement catholique. Et c'est avec une actrice incontournable que nous allons débuter la matinée, puisqu'il s'agit d'Aurélia de Saint-Exupéry. Bonjour madame. Secrétaire générale de la FNOGEC, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique. Est-ce que la comparaison est audacieuse ou est-ce que je peux dire que vous êtes la ministre de l'économie de l'enseignement catholique? Bonjour Marc, la comparaison est très audacieuse. En tout cas, nous sommes le gestionnaire au service de l'enseignement catholique. La Fédération des OGEC fédère les 5000 structures qui portent des établissements d'enseignement catholique. Au quotidien du fonctionnement d'un établissement, c'est évidemment le chef d'établissement qui porte la responsabilité de l'établissement, mais les OGEC sont le support juridique de ces établissements et nous les fédérons en cascade d'adhésion depuis l'établissement de base, en passant par les fédérations départementales, régionales et la FNOGEC. Alors pour compléter un petit peu votre portrait, votre présentation à nos auditeurs, vous êtes juriste. Oui. Vous êtes en même temps, d'après ce qu'on m'a dit, licencié de droit canonique. Ça vous aide dans l'exercice de vos fonctions? Beaucoup. C'est vrai, pourquoi? Oui, non, mais ça c'est un hobby qui m'amuse, le droit canonique. Oui. Je suis juriste en droit du travail, c'est pour ça que j'aime le dialogue social et qu'en tant que fédération employeur, je me sens bien à ma place. Le droit canonique, je l'ai commencé parce que je suis entrée dans l'enseignement catholique en 1985 et que ce qui m'intéresse dans le droit canonique, c'est l'organisation des relations de l'Église et de l'État. C'est pas ce qu'on croit d'habitude, le droit des causes matrimoniales ou le droit des instituts religieux. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, le droit canonique régit les relations entre l'Église et l'État. Typiquement, l'enseignement catholique, ce sont des établissements qui sont associés à l'État par contrat. Ce sont des établissements catholiques qui ont un caractère propre, qui est d'être catholiques, qui vivent, par exemple, la laïcité d'une manière particulière. Et d'un côté, c'est régi par le droit canonique, de l'autre côté, c'est régi par le droit étatique. Et ces deux droits s'articulent en très bonne entente, et c'est ça qui m'amuse. Je terminerai le portrait en disant que vous avez été récemment décoré de la Légion d'honneur, ce qui signifie que la République vous attribue également quelques mérites. Merci, oui. C'est un grand honneur pour moi, pour notre fédération et surtout pour l'enseignement catholique. Je le vis comme ça en tout cas. Alors on ne va pas faire un audit précis et complet de l'enseignement catholique ce matin, on n'en aurait pas le temps. Alors allons à l'essentiel. Le président de la commission économie-gestion de la FNOGEC mettait en exergue d'un éditorial de votre revue, le MAC des OGEC, cette phrase que je cite: l'important n'est pas de tout faire, mais de faire le plus important. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important? La question principale ou une ou deux questions principales qui se posent à la secrétaire générale de la FNOGEC que vous êtes, celle qui passe avant tous les autres à l'heure où nous parlons? C'est de donner aux établissements les moyens de fonctionner conformément à leur projet éducatif et de manière pérenne et dans la durée en restant au service de l'enseignement catholique. Et comment est-ce qu'on donne les moyens de fonctionner? C'est-à-dire que ce sera les moyens matériels et les moyens humains. Donc c'est vraiment de gérer au mieux à la fois les produits et les charges, de telle sorte que l'établissement puisse, conformément à son projet éducatif, qui est celui qui est défini par la tutelle, avoir les moyens de le mettre en œuvre avec le chef d'établissement qu'il dirige. Ça, c'est votre mission de tous les jours en ce moment. Est-ce qu'il y a des missions un petit peu particulières, des problèmes qui se posent et qu'il vous faut résoudre en urgence, ou peut-être pas, mais en prenant un peu le temps? Alors, dans l'urgence, il n'y a pas de vrai problème. En revanche, le vrai problème qui est pérenne, c'est celui de trouver les justes produits. Alors, bon, les sujets qui sont très actuels en la matière, c'est tout d'abord, il y a eu la loi sur l'école de 2019, l'école de la confiance, qui a abaissé le seuil de la scolarité obligatoire, qui de ce fait impacte nos écoles et qui nous a permis de toucher des forfaits pour les élèves qui fréquentent les classes maternelles lorsqu'ils sont domiciliés sur le territoire de la commune de résidence. Ça a été un ballon d'oxygène. Donc il a fallu, nous, accompagner nos écoles maternelles pour qu'elles puissent justement permettre de récupérer ce forfait qui désormais leur est dû depuis 2019. Ce qui m'amène à une question assez simple, puisque nous sommes dans l'enceinte du Salon des maires, lui-même adossé au Congrès des maires. Comment se passe aujourd'hui, comment vous qualifieriez la relation avec les maires, sachant que vous êtes souvent en position de leur réclamer de l'argent et parfois de les rappeler à l'application de la loi? Oui, alors globalement très satisfaisante. On fait partie des collectivités territoriales. Les écoles catholiques, elles sont implantées dans un territoire, elles travaillent avec un territoire et les relations sont bonnes. Après, effectivement, on leur rappelle leurs obligations
il ne s'agit pas d'une subvention. Je crois que c'est très important de le rappeler. Les forfaits communaux, désormais pour les maternelles et pour les écoles primaires, ne sont pas des subventions, ce sont des obligations, des contributions obligatoires pour les collectivités qui doivent les payer au même montant que ce qu'ils payent pour le fonctionnement d'un élève de l'enseignement public. Donc on entend très bien les difficultés qu'ont les collectivités territoriales pour trouver les financements nécessaires. Donc on est effectivement obligé d'entrer avec elles dans des négociations qui sont techniques, qui sont fondées sur les comptes de la commune, hein, parce que, pour mémoire, juste une école primaire publique, elle n'a pas d'autonomie juridique, à la différence d'une école catholique qui est portée par une association de gestion. Et donc, pour trouver, nous, le coût de référence de l'élève du public, on est obligé d'aller dans le budget de la commune. C'est ce qu'on fait, c'est la manière dont on accompagne nos écoles. On les accompagne au niveau départemental et via notre fédération, on leur met des outils à disposition pour négocier le forfait qui soit le plus approchant possible de celui de l'enseignement public. Il y a un point qui nous touche toujours. Alors, clairement, l'école de la confiance nous a donné un ballon d'oxygène, hein, puisque ça permet le financement des classes maternelles. Après, il faut que ça se mette en place. C'est obligatoire depuis 2019. On fait en sorte qu'il soit mis en place. Il n'est pas encore à son juste niveau, hein. On se rend compte, quand on regarde d'ailleurs les conclusions de l'Observatoire des finances et de la gestion locale, qu'on est sans doute sous-doté par rapport à ce qu'on devrait avoir, mais ça nous a donné une bulle d'oxygène. Une difficulté pour nos établissements toujours, c'est que les seuls élèves qui sont financés restent les élèves qui sont résidents dans la commune d'implantation ou dans la commune siège. Les communes de résidence des élèves qui fréquentent un autre établissement que celui de la commune siège ne sont pas obligés de financer et rarement, malheureusement, elles financent. Je retiens néanmoins que la couleur générale des relations que vous avez avec les maires, elle est plutôt bonne. Elle est très bonne et on cherche en tout cas toujours la relation, parce que je pense que c'est vraiment important de le rappeler, l'enseignement catholique, associé à l'État par contrat, il joue vraiment le rôle de l'intérêt général et du bien commun, et il cherche en tout cas à garder des bonnes relations avec les maires. Quand je veux dire, c'est absolument essentiel. Il ne faut pas oublier que 40% des élèves, un jour au cours de leur scolarité, fréquenteront l'enseignement catholique. Donc je pense qu'on est vraiment associé au service public de l'éducation, que pour les maires, en tout cas, l'enseignement, c'est quelque chose d'essentiel, et que donc à ce titre-là, on veut jouer tout notre rôle, et rien que notre rôle, qui n'est pas un rôle de concurrence, qui est un rôle complémentaire. Et ça peut vous arriver à faire preuve de compréhension vis-à-vis de certains maires qui accuseraient peut-être certains retards de paiement parfois? Alors on peut faire preuve de compréhension, on peut aussi faire preuve de juridisme, et on peut éventuellement aller jusqu'à des contentieux. On a tous les ans des cas, on en a dans plusieurs départements. Alors ça passe d'abord par des recours administratifs au préfet, où on demande au préfet d'intervenir, voire éventuellement on peut aller jusqu'à des contentieux administratifs qui peuvent aller même en cour d'appel et voire au Conseil d'État. On a eu des arrêts fameux qui ont tranché des points d'ailleurs qui étaient des points d'interprétation de la loi qui pouvaient être difficiles. Toutes les options sont ouvertes et possibles. Autre changement peut-être dans les mois et années qui viennent de se passer, l'impact de la loi Egalim sur la restauration scolaire. Un avis sur cette loi en premier lieu? Alors, d'abord, c'est une excellente loi et il faut qu'on entre dedans. Je veux dire, clairement, c'est une loi, on est obligé, c'est une loi qualitative, et on souhaite que nos établissements entrent dedans pour les familles, pour les élèves, pour ceux qui fréquentent la restauration scolaire. 70 à 80% de nos élèves fréquentent la restauration scolaire. On a vu avec le confinement que, en plus, le repas de la cantine est souvent peut-être le seul repas chaud qu'ont des élèves, parce que même nous, on a de la mixité sociale, et que donc c'est important d'entrer dans cette loi. Après, on sait aussi que cette loi, malheureusement, elle a un coût. Faire manger mieux, ça coûte nécessairement plus cher? Alors, pas forcément, parce que ça va dépendre d'où on part. Allez-y. Il y a des écoles qui étaient déjà très avancées là-dessus, et donc manger mieux, ça ne va pas leur coûter tellement plus cher. Il y a des écoles qui étaient en retard, et ça peut coûter plus cher. On se rend compte dans les montants qu'avancent les sociétés de restauration qu'on est à un surcoût par repas quand il y a une montée en gamme des approvisionnements, parce que la loi Egalim, c'est la montée en gamme des approvisionnements, c'est un repas végétarien par semaine, c'est la suppression des contenants en plastique en 2025. Bon, et quand on dit montée en gamme, c'est produits labellisés, c'est produits bio, ça coûte entre 20 et 40 centimes plus cher par repas, c'est-à-dire grosso modo 40 € par an, c'est ce qu'on lit. Alors, c'est pas partout pareil. Et comment on fait pour compenser ça? Alors, il y a des leviers, hein. Il y a des leviers légaux. Les leviers légaux que nous propose la loi, c'est justement le repas végétarien et la lutte contre le gaspillage.
Il y a beaucoup de gaspillage dans les cantines scolaires. Comment on fait? Et nous, on met en place des outils pour accompagner les établissements parce qu'il y a d'autres leviers. Au niveau de chaque OGEC, il y a d'autres leviers. C'est l'OGEC, c'est l'établissement qui signe son contrat de restauration scolaire. Quand il signe ce contrat, un ancien contrat qui a plus de 5 ans, il est important de le renégocier. Et donc, on a un levier sur la renégociation du contrat. On a aussi... Il va falloir renégocier beaucoup au passage. Il va falloir renégocier beaucoup de contrats et chaque établissement va l'accompagner et on leur donne des outils pour mieux le faire. Typiquement, des exemples aussi, dans les contrats, on pourra proposer moins de composants. Un repas, c'est 4 composants. L'entrée ou 5 composants à l'heure actuelle, on peut peut-être passer à 4 composants. On peut aussi peut-être un peu réduire le choix. On n'a peut-être pas besoin d'avoir 14 desserts. On peut peut-être en avoir 3, 4. Donc, on a des leviers d'action. C'est important d'accompagner nos établissements pour y aller. Et c'est surtout important de les aider pour que la cantine ne coûte pas plus cher aux familles. Parce que là, vous touchez un point qui est très compliqué pour l'enseignement catholique, c'est que la loi Debré, depuis 1959, permet le financement des élèves. Elle ne permet pas le financement des enfants ou des jeunes qui déjeunent à la cantine. Et donc, on est extrêmement impacté parce que, comme elle a un coût, cette loi Egalim, l'État, dans le plan de relance, a dégagé un budget de 50 millions pour aider les petites communes à rentrer dedans, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Nous sommes exclus de ce plan. Par ailleurs, il y a un autre dispositif, parce qu'on se rend bien compte aussi que les grandes communes avaient mis en place des tarifications sociales et que pour aider les petites communes à mettre en place ces tarifications, l'État a mis en place un dispositif de la cantine à 1 euro, oui, dont nous sommes exclus, parce qu'en fait, la loi ne prévoit que le financement de la scolarité. Elle ne prévoit pas le financement de ce qui est hors de la scolarité. Or, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a bien vu que le repas du déjeuner, ça peut être le seul repas, qu'on est vraiment attentif à être ouvert à tous. Bon, par obligation légale, certes, mais... Ce qui, au passage, est un petit peu contradictoire, cette histoire de cantine à 1 euro, dans la mesure où on vous demande en parallèle une obligation, j'allais dire, de mixité sociale. Exactement. Et que comment la cantine en moyenne dans l'enseignement catholique, à l'exception de l'Île-de-France, elle avoisine 5 euros, 140 repas par an. Comment vous faites pour venir à la cantine dans un établissement catholique si elle coûte 5 euros alors que dans l'enseignement public, elle coûtera 1 euro? Ou comment peut jouer la mixité sociale? Comment est-ce que, en plus, on nous demande de nous implanter, et l'enseignement catholique a envie d'aller s'implanter dans des régions périurbaines, dans des régions où on a justement besoin d'offrir à des familles un enseignement complémentaire, un enseignement qu'ils choisissent. Et du coup, je pense que ce serait vraiment pour les familles, ce serait essentiel qu'on puisse faire évoluer la législation sur ce point. On peut imaginer qu'elle évolue, que vous soyez intégré dans ce dispositif ou pas? Alors, moi, je suis quelqu'un de par nature optimiste. Oui. Donc, je vais forcément vous répondre oui. J'entends les difficultés politiques que ça représente et je mesure les difficultés de coût que ça représente au niveau national. C'est toujours difficile de faire évoluer une loi. Après tout, constitutionnellement, la liberté de l'enseignement est une des grandes libertés, un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Pour moi, elle doit inclure le temps méridien de la pause du repas. Il ne vous a pas échappé qu'on rentre dans une campagne politique et qu'on peut éventuellement faire passer certains messages. Voilà, nous le relayerons. Alors, bien évidemment, nous laissons l'enseignement catholique communiquer, mais nous relayons ce message avec vraiment beaucoup d'insistance. La loi Egalim, au passage, elle a une autre originalité, c'est qu'elle n'a pas de sanction. Qui va la contrôler? Alors, personne. Nous, on fait beaucoup de lobbying auprès de nos établissements. On a même mis en place cette année un plan d'aide avec 100 000 euros pour aider les petites écoles qui étaient rentrées dans la loi Egalim. On a pu acter hier, on aide 62 écoles qui sont rentrées dedans à absorber le surcoût. Moi, on compte beaucoup sur les familles. En fait, comme je le disais, c'est une loi qui est bonne, c'est une loi vers laquelle il faut aller. Donc, c'est une loi qui a besoin d'un soutien sociétal. On a des familles, on a 2 millions d'élèves, donc on a les familles correspondantes et on compte beaucoup sur les familles, en fait, pour appuyer leurs demandes auprès des établissements pour que les établissements entrent dedans. En fait, c'est l'intérêt de tout le monde, la loi Egalim. Il y a un autre point qui est un point, j'allais dire, j'imagine, d'intérêt pour vous et sans doute de souci, c'est la mise aux normes du parc immobilier de l'enseignement catholique. Les données du problème, on les voit à peu près. Il y a beaucoup de travaux à faire, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'on s'y prend pour financer dans certains cas? Est-ce qu'il y a des subventions possibles, des aides possibles? Alors ça, c'est un énorme problème
économique. La loi Elan, il va falloir l'appliquer. Là aussi, c'est une urgence climatique, donc bien évidemment, il faut qu'on s'approprie ces sujets-là. Une des difficultés, c'est que la loi Debré, elle prévoit le financement du fonctionnement à l'élève. Elle ne prévoit pas le financement de l'investissement où elle l'encadre très strictement. Donc il est complètement interdit en primaire. Il est autorisé en secondaire et dans l'enseignement technique et professionnel par les lois Fallou et les lois Astier, mais dans des limites très strictes. Pour la loi Fallou, c'est 10% des dépenses de fonctionnement. Donc on a relativement peu d'aide et on a des énormes besoins parce qu'en fait on a des locaux qui sont vétustes parce qu'en plus il y a encore des territoires où la scolarité ne permet pas de prendre en charge les grosses dépenses d'investissement. Alors là, pareil. On en a parlé en plus hier lors d'une table ronde. Ouais. C'est un véritable patrimoine historique dans certains cas. Donc des difficultés, j'allais dire, intrinsèques de rénovation dans ce genre de cas. Parce que alors c'est c'est pas encore la même chose plus avec cher. un bâtiment moderne, avec un bâtiment qui a une ancienneté et une valeur. C'est encore plus cher. Alors parfois, ça peut avoir des avantages, entre guillemets, puisque vous aurez, comme vous êtes un patrimoine historique, vous ne serez pas obligé de doubler toutes vos fenêtres parce qu'elles sont classées sur une façade classée. Mais l'inconvénient que vous allez avoir, c'est que si vous n'avez pas doublé vos fenêtres, vos dépenses de chauffage, elles seront exponentielles. Et que le financement que vous aurez pour vos dépenses de chauffage, comme il sera financé par rapport à ce qu'a le public, et comme le public aura mis en place des fenêtres à double vitrage, vous n'aurez plus les moyens de financer le chauffage. Donc c'est vrai que c'est extrêmement coûteux. Nos locaux sont, vous le dites, historiques, donc avec des grands couloirs, ils ne sont pas construits S-qualité. Et puis il y a aussi, en matière d'investissement, quelque chose qui nous pénalise, c'est la TVA. C'est que tous les travaux que nous faisons dans les établissements sont assujettis à la TVA parce qu'en fait, nous sommes des associations, nous ne récupérons pas la TVA. Donc ça impacte. Oui, sauf pour ce qui est rénovation, alors sauf pour certains sujets comme la rénovation énergétique. Mais alors il faut découper des factures en 15 pour adapter, vous savez, vous aurez des sujets sur lesquels on a une TVA à taux réduit, d'autres sujets sur lesquels on ne l'a pas. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre et du coup, c'est coûteux. On est vraiment dans le concret. Oui, c'est notre travail, mais c'est ça qui est bien. C'est un travail extrêmement diversifié, très très concret. Et voilà. La séquence Covid, qui n'est d'ailleurs pas forcément terminée, a eu quel impact sur la gestion des établissements d'enseignement catholique ? Et quels enseignements avez-vous pu en tirer ? Elle a eu beaucoup d'enseignements. Et elle n'a pas eu d'impact économique grave. Elle n'a pas pénalisé gravement l'économie générale en macro de nos établissements, ce qui apparaît. En revanche, elle nous a appris beaucoup de choses. D'abord, une nouvelle fois, je pense qu'on ne remerciera jamais suffisamment les communautés éducatives du jour au lendemain, un jour de mars, d'être passées en enseignement à distance. Oui. Donc ça, c'est formidable. Autour des chefs d'établissement, que ce soit les personnels salariés, les enseignants, tout le monde s'est mobilisé pour que l'école fonctionne. Alors elle a fonctionné plus ou moins bien, selon les établissements, mais elle a fonctionné. Je pense que pour nous, comme Fédération nationale, ça nous a appris plein de choses sur la digitalisation et sur le fonctionnement à distance. Les réunions, c'est chronophage dans une fédération. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut désormais tout faire à distance. Non. Et du coup, mais on arrive à faire de l'hybride, du chair et en os et de la visio en même temps. On permet à des gens qui habitent Toulouse de ne pas venir, mais de permettre que ceux qui habitent Orléans de venir. Le fameux présentiel et distanciel. Exactement. Voilà. Donc ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a aussi rendu très vigilants sur l'encadrement des finances. On avait fait au moment du Covid un outil de cartographie des risques. Vraiment, quand on parlait des projets qui sont les nôtres, les risques financiers existent. Quand vous avez 5000 structures, vous avez forcément des risques de dérapage. Et c'est par le contrôle interne et la cartographie des risques qu'on permettra que nos écoles soient sécurisées le maximum au point de vue de la gestion. Et ça, je pense que le Covid nous a appris beaucoup de choses. Quand on lit, madame, dans certains documents d'orientation et de prospective, que l'enseignement catholique doit renouveler son modèle économique, organiser, je cite, une mutualisation opérationnelle, un pilotage efficace, ça veut dire quoi et ça éveille quoi comme réaction dans votre esprit ? Alors, clairement, on ne décidera pas du maillage territorial de la prospective de l'enseignement catholique. Comme je le disais, on est au service de l'enseignement catholique. Donc nous, on suivra les préconisations qui sont celles de l'enseignement catholique. On a donné
notre avis en matière de prospective. Typiquement, il est important sans doute de regrouper les établissements sous une forme à inventer qui n'est pas forcément systématiquement des fusions de GEC. On peut permettre des mutualisations, on peut avoir d'autres partages. Il faut qu'on mette en place des mécanismes de solidarité. Il faut certainement repenser l'enseignement catholique de demain au plan strictement économique. On sait tous qu'un système économique qui ne progresse pas ou qui diminue s'éteint progressivement. Donc clairement, si on veut, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ouverture à tous, pouvoir être présent dans les zones urbaines ou périurbaines où il y a des gens, il va falloir que l'enseignement catholique se repense son organisation territoriale et sa prospective. Et là, on met complètement nos outils à disposition des décisions qui seront prises. Maintenant, moi, je reste persuadée de la richesse du fonctionnement associatif, qui dit quelque chose de notre caractère propre, qui permet justement à une fédération d'aider ces structures par l'intermédiaire de ces régions et de ces départements. Je pense que la structure associative est extrêmement riche. Elle est aussi très très riche en matière sociale, puisqu'on est aussi une fédération employeur avec 130 000 personnels salariés. On gère plus de 120 commissions paritaires par an avec les organisations syndicales avec qui on fait un travail formidable. Donc moi, je reste très très attachée à notre modèle associatif. On vous sent passionné. Oui. Ah oui, le dialogue social, c'est quelque chose qui me passionne. Merci madame d'avoir accepté de passer par le stand de l'enseignement catholique ce matin pour nous faire partager justement votre passion et expliquer un certain nombre de points très techniques, parce que vous gérez aussi des choses très techniques. Merci. Merci Marc.